Aurélien Saint-Toul, vous êtes avec nous. Bonsoir. Bonsoir. Vous êtes secrétaire de la Commission de la Défense nationale et des Forces armées, député de la France insoumise. Écoutez ces deux déclarations qui marquent l'escalade, en tout cas l'escalade verbale, entre Sergueï Lavrov d'une part et de l'autre le secrétaire à la Défense américain Lloyd Austin. Pourquoi est-il si important que nous apportions notre soutien à l'Ukraine? Dans 3 ans, dans 5 ans, si l'Ukraine tombe aux mains de Poutine, quel est l'avenir pour nous tous? Je vous remercie et merci pour votre soutien. Si l'Ukraine tombe à nouveau, Poutine ne s'arrêtera pas là. Il continuera à aller de l'avant et attaquer les territoires souverains de ses voisins. Si vous êtes un État balte, vous êtes donc vraiment inquiet de savoir qui sera le prochain sur la liste? Ils connaissent donc Poutine, ils savent de quoi ils parlent. Et très franchement, si l'Ukraine tombe, je crois vraiment que l'OTAN combattra la Russie. En suivant la pensée de Freud, il a simplement dit ce que les États-Unis ont en tête. Après tout, avant cela, tout le monde disait « Nous ne devons pas permettre à l'Ukraine de perdre, car sinon Vladimir Poutine ne sera pas satisfait et s'emparera des pays baltes, de la Pologne et de la Finlande. » Il s'avère, d'après l'expression ouverte et sans ambiguïté de M. Austin, que c'est tout à fait le contraire. Nous n'avons pas de tel plan et nous ne pouvons pas en avoir, mais les Américains en ont. Monsieur le député, en entendant l'un et l'autre, question, est-ce que nous marchons à la guerre ? Je crois qu'il faut garder du sang-froid. En l'occurrence, c'est une joute verbale. Il y a une volonté pour chacun de bomber le torse. Nous, la question qu'on doit se poser en tant que Français, c'est dans quelle mesure on peut être une partie de la solution plutôt qu'une partie du problème. Et jusqu'à présent, les atermoiements, ou plutôt les hésitations, les propos qui dérapent ou qui glissent, contribuent à faire de nous des interlocuteurs peu fiables ou en tout cas incertains. Est-ce que ça veut dire que vous les renvoyez dos à dos? Non, on ne renvoie pas dos à dos les gens. Il y en a un qui rentre dans un pays qui est souverain, qui agresse, et puis il y en a un autre qui se porte comme une espèce de protecteur. Évidemment, on ne renvoie pas les gens dos à dos, c'est pas le sujet. La question par contre est de savoir si la France peut se faire entendre comme une puissance capable de créer les conditions d'une médiation, d'une discussion, etc. Pas d'une reddition, d'une discussion. Mais il est important de créer les conditions pour qu'à un moment ou un autre, les armes se taisent. Parce qu'il faudra bien qu'elles se taisent. Alors, quelles seraient les conditions de cette discussion, comme vous dites? Écoutez, Jean-Luc Mélenchon, il a tweeté une partie de son discours d'hier. Il parle d'une question des frontières. Il dit qu'il y a un problème de frontières concernant l'Ukraine et la Russie. Écoutez en quels termes il le définit, et vous pas dit de solution, en quels termes il l'amorce. On rappelle qu'on est non aligné. On n'est aligné que sur nos principes. 2, on évalue correctement de quoi est fait le différend. Le différend entre la Russie et l'Ukraine concerne des territoires. C'est un problème de frontières. Nous avons dit qu'il faudrait une conférence des frontières en Europe. Aurélien Saint-Toul, voilà la déclaration qui fait bondir évidemment les Ukrainiens quand Jean-Luc Mélenchon dit c'est un problème de frontières. Manifestement, c'est une question d'invasion, donc c'est bien une question de territoire et de frontières. Moi, ce que je vous dis, c'est que la question que vous devez vous poser, c'est pourquoi nous sommes passés d'une idée qu'il ne fallait pas que la Russie gagne à Monsieur Le Cornu disant la victoire de la Russie ou la victoire de l'Ukraine, c'est pas la même chose. Et comment c'est pas la même chose? Mais est-ce que quelqu'un est capable de définir ce que serait une victoire de l'Ukraine? Mais pardon, si on sert de plus près, quand on entend M. Mélenchon dire c'est un problème de frontières, vous reconnaissez les frontières telles qu'elles sont reconnues par le droit. Bien sûr. Donc il n'y a pas de problème de frontières. Une partie de l'Ukraine est occupée illégalement. Bien sûr. Qu'est-ce qu'il y a à discuter? Mais est-ce qu'il y a aujourd'hui ou pas des séparatistes? Est-ce qu'il y en a ou est-ce qu'il n'y en a pas? La question, si vous voulez, c'est que bien sûr, dans l'abstrait, on peut imaginer qu'il n'y a pas de conflit, que personne ne touche à rien, etc. Ou aider les Ukrainiens jusqu'au bout, à reconquérir tout leur droit international. Bien sûr, mais est-ce que vous croyez que c'est une option
possible. Est-ce que vous pensez que ça s'arrêtera aux frontières qui sont déjà reconnues entre l'Ukraine et les Ukrainiens vous diront ça dépend des moyens qu'on leur donne. Oui, très bien, mais est-ce que vous croyez en fait que, on va reprendre le problème différemment, en quoi peut consister une victoire sur la Russie? Nous sommes dans une partie d'échecs, sauf qu'il ne peut pas y avoir d'échec et mat face à une puissance nucléaire. Ça veut dire que vous pensez que jamais les Ukrainiens ne pourront reconquérir leur territoire occupé? Ce n'est pas ce que je dis. Ce n'est pas ce que je dis. Ce que je dis, c'est qu'il faut créer les conditions pour que, autour d'une table, des gens se mettent à régler les problèmes de façon diplomatique plutôt que par la force. Parce que si c'est par la force, peut-être que ça durera 1 année, 2 années, 3 années, 4 années, et non, on n'en finira pas et les pauvres gens continueront à souffrir. Satoul, répondez à l'objection. Vous savez bien qu'en disant tout ça, beaucoup disent Munich. Beaucoup disent, si ça avait été l'Alsace-Lorraine, on n'aurait pas dit, on va se mettre, il y a un problème de frontière, on va discuter Adolf Hitler à un bout de la table, et puis qu'est-ce qu'on pourrait trouver comme solution? On reconquiert l'Alsace-Lorraine. À supposer que vous ayez raison, est-ce que Adolf Hitler avait la bombe atomique? Je suis désolé, il y a un moment où on est obligé aussi de poser les questions dans ces termes-là. À quoi ressemble une victoire totale sur Vladimir Poutine et la Russie? C'est pas une victoire totale. Reconquérir le Donbass, c'est pas aller jusqu'à Moscou, c'est très différent. D'accord, mais très bien. Mais ça ne signifie pas que 2 puissances nucléaires puissent se faire face sur le territoire de l'Ukraine. Est-ce que ça s'appelle pas du défaitisme quand on dit franchement les choses? Non, mais moi je ne suis défaitiste de rien. Je constate l'état des forces en présence. Donc aussi longtemps que les Ukrainiens, je considère que 1, c'est un problème pour les populations, 2, c'est un problème pour l'ensemble de l'Europe, que cette attrition, cette guerre d'usure nuit en réalité très profondément à la France, à l'Europe elle-même. En clair, il faut négocier. Personne n'a intérêt à ce que ça dure. Ça veut dire qu'il va falloir négocier pour dire les choses franchement. Il y aura bien un moment où il faudra que les gens se parlent, oui. Mais vous savez, il faudra être un peu inventif pour réinjecter du droit là où il n'y a plus que le droit du plus fort. Et ça, je suis désolé de le dire, mais il a fallu être inventif pour considérer qu'il y avait une réconciliation possible après la Deuxième Guerre mondiale. Ça paraissait quand même incongru. Et 13 ans plus tard, on a signé... Mais d'abord, il a fallu gagner la guerre. Bien sûr, mais encore une fois, je vous demande de réfléchir à quoi peut ressembler une victoire totale sur Moscou. Alors, le président de la République, en tout cas, a donné une hypothèse. Il faut lire peut-être sa déclaration très exacte sur l'envoi de troupes sur place, parce qu'elle a été beaucoup déformée et contournée. Je ne sais pas si on peut la retrouver très exactement, notre chef d'édition Clara. L'explication de texte mérite d'être faite. Oui, parce que... Lisons-la très exactement, ce qu'il dit sur l'usage des troupes au sol comme une hypothèse. Je ne sais pas si on peut la lire ici. Elle arrive. C'est surtout en dynamique, rien n'est exclu. Telle est la formule. Et si vous me permettez, il faut expliquer un peu ce que c'est que ce en dynamique. Lisons-le pour être très précis. Il n'y a pas de consensus aujourd'hui pour envoyer de manière officielle, assumer et endosser les troupes au sol, mais en dynamique, rien ne doit être exclu. Nous ferons tout ce qu'il faut pour que la Russie ne puisse pas gagner cette guerre. Est-ce que ce n'est pas précisément aider simplement les Ukrainiens? Alors, je crois que déjà, il faut lire la phrase. Il n'y a pas de consensus pour envoyer de manière officielle, assumer et endosser des troupes au sol. Je crois qu'il est très imprudent de dire ce genre de choses, parce qu'on a tout fait d'imaginer qu'il y en a des non officiels. Donc, premier point, je crois que le président de la République est léger. Deuxièmement, il dit, mais en dynamique, rien ne doit être exclu. Qu'est-ce que ça veut dire en dynamique? Ça veut dire ça veut dire dans le cas d'une escalade. Ça veut dire que l'un se renvoyant la balle avec l'autre, on pourrait imaginer qu'on continue et qu'on s'affronte, 2 puissances nucléaires s'affrontent sur le territoire tiers de l'Ukraine. Ce n'est pas raisonnable, ce n'est pas sérieux. En termes beaucoup plus crus, est-ce que ça veut dire que vous avez peur? Mais j'ai pas peur, moi. Ou alors, si. Rendez-vous compte de quoi on parle. On parle de confrontation nucléaire entre puissances nucléaires. Ça n'a jamais existé. Ça n'a jamais existé. On a toujours cherché à l'éviter. Donc il n'y a pas de raison. Ça veut dire quoi? Si demain Poutine met de même la main sur la Moldavie, on dira ah désolé l'arme nucléaire. Mais Géorgie, on dira ah désolé l'arme nucléaire. Pays-Baltes, désolé. Mais enfin, c'est bien de ce dont il est question. On a parlé de sanctuarisation stratégique par l'arme nucléaire. Évidemment que ça change la donne. Évidemment que ça pose une question sur la sincérité et sur la capacité qu'on a à discuter. Mais si vous avez un meilleur plan que de discuter et d'ouvrir des négociations et de chercher aussi à faire évoluer la société, parce que j'en profite. Il y a une étude récente qui a été pointée par Madame Lebedev sur Twitter et qui disait que c'était très, très intéressant, et je partage son avis, sur l'état de la société civile, et qui disait que
que la société civile considérait qu'il fallait se rapprocher de l'Occident, qu'il fallait un cessez-le-feu et qu'elle ne croyait pas dans le pouvoir de Poutine pour aboutir à cela. Moi, je crois que nous avons aussi une responsabilité, c'est d'aider le plus possible à ne pas conforter le narratif poutinien d'après lequel la Russie serait isolée, détestée, haïe, etc. Je finis juste une chose, parce que je veux nommer cet homme. Je participe à la campagne de soutien à un mathématicien de 26 ans, extrêmement brillant, qui s'appelle Azat Miftakov, et qui est un opposant de fait, puisqu'il était opposant à la guerre en Ukraine. Il a été mis en prison de façon évidemment odieuse, on a créé de fausses preuves contre lui, etc., etc. Nous avons une responsabilité, nous, de tâcher par tous les moyens possibles de soutenir aussi le camp de la paix, le camp de la raison, si on peut dire, dans la société civile russe. En gros, vous êtes d'accord avec Scholz, par exemple, quand Scholz dit, il a répété cette formule, il a repris d'un citoyen allemand des diplomates plutôt que des grenades? Écoutez, je crois qu'à un moment, il faudra bien qu'on arrive à cette idée que c'est les diplomates qui régleront le problème. Et puis, vous savez, on ne fait pas la paix autrement qu'avec son ennemi. À ce stade, est-ce que c'est faire le jeu de Poutine? Vous aviez réagi très vivement quand, dans notre émission, Sébastien Lecornu vous a attaqué, vous, et les filles et RN, en disant, de fait, vous fonctionnez comme proxy de la Russie. Effectivement, je trouve que c'est parfaitement injurieux et je vous explique même, dans le cas de Sébastien Lecornu, j'ai été très déçu parce que nous avons une relation, si je puis dire, extrêmement de qualité. Nous avons eu des débats très sérieux sur la loi de programmation militaire. Je ne le dirais pas de tous les ministres de ce gouvernement. Oui, c'est votre commission. Mais avec Sébastien Lecornu, les échanges sont sains, rigoureux, sérieux et jamais avec ce genre de coups en dessous de la ceinture qui ne sont pas dignes. En réalité, nous nous prononçons sur les intérêts de la France, c'est notre responsabilité et l'intérêt de la France, c'est de s'assurer que le monde ne soit pas le Far West, que la loi du plus fort ne se substitue pas au droit international. Et pour y parvenir, il faut que nos principes soient constants, que nos objectifs soient clairement énoncés et que nous nous y tenions. Est-ce qu'il pointe, cependant, un passé et un passif historique qui est encore là? Évidemment, alors chacun sa croix, parce que le RN a eu évidemment son prêt venant de Russie, la droite classique Chirac, copain de Poutine, on peut continuer la liste très longuement comme ça, Giscard très indulgent avec l'URSS en un temps, mais vous quand même, la gauche, une certaine gauche, héritier des communistes, il y a quand même un passif vérifiant de compromission avec les régimes autoritaires, certains, en particulier communistes. Alors vous pouvez prendre tous les problèmes si vous voulez, mais moi je ne me sens pas comptable des choix qui ont été faits il y a 70 ou 80 ans, mais enfin, si vous comparaison n'est pas raison, et ça ne marche pas bien. De Gaulle a reconnu la Chine populaire de Mao. Vous parlez des autres là, mais là je parle de vous. Oui, mais vous me demandez, mais vous voyez, donc si vous me dites que je dois être comptable de l'héritage politique de toute la gauche, je peux aussi vous rappeler que c'est le Front populaire qui a décidé de réarmer ce pays. Est-ce qu'on a vraiment pris toute cette mesure ? C'est là mon héritage politique. Un peu plus tard dans l'émission, on aura Melnik. Melnik, il était à l'ambassade soviétique à Boulogne-Marlan. Il a vu de ses yeux les gens du Parti communiste français qui venaient prendre le cash. Moi, je ne suis pas membre du Parti communiste et je crois qu'ils ont rompu avec certaines de ces pratiques. Oui, bien sûr. Mais enfin, il n'y a jamais eu, personne n'a été puni. Ce sont objectivement des trahisons. Il y a tout ce passif-là qui pèse encore sur la gauche française ou c'est vraiment fini? Mais écoutez, vous imaginez le sous-entendu, vous êtes en train de me dire, est-ce que vous n'allez pas chercher des valises quelque part? Vous vous rendez compte, c'est gonflé quand même comme formule. Je ne suis pas gonflé, je vous ai pas dit ça. Mais je vous dis, voilà. Moi, je suis un patriote, si vous voulez. J'aime mon pays, je cherche à défendre sa voix. Je pense qu'il faut de l'ambition pour notre pays. Je vous parle de déséquilibre culturel qui fait qu'on a rappelé avec justesse qu'il y avait une tradition autoritaire dans l'extrême droite, mais dans l'extrême gauche, il y a eu beaucoup de compromissions. Éluard qui parle du cerveau d'amour de Staline, Aragon. Oui, mais Aragon, le stalinisme du Parti communiste, il est bien connu, mais moi je ne suis pas membre du Parti communiste, si vous voulez. J'ai les épaules larges, mais je ne suis pas communiste, je ne suis pas membre du Parti communiste. Est-ce qu'il faut aller au bout de cette histoire quand on voit en Ukraine, je vois encore cet exemple-là, mais je vois en Ukraine, ils interdisent de la même façon les symboles nazis et les symboles communistes, la faucille et le marteau. Je crois que pour le coup, c'est faire une erreur grave d'interprétation. On va pas se lancer dans l'exégèse de l'histoire ukrainienne. Par ailleurs, je suis pas historien de l'Ukraine, mais je crois qu'il y a un vrai problème du coup par rapport à la diversité. Mais ça, c'est pas mon problème. Honnêtement. Ce dont il est question, c'est de la capacité de la France à se faire entendre comme une puissance tierce non alignée. Et je vous dis, il y a des choses très concrètes. Aujourd'hui, bien sûr, moi je ne renvoie pas dos à dos, encore une fois, les États-Unis, la Russie, etc. Mais si nous voulons peser sur la scène internationale, il faut créer les moyens, les conditions de cette indépendance. Il y a des choses qui sont étonnantes quand même. On confie nos données de santé à Microsoft, on confie les données de la maintenance des centrales nucléaires
également aux GAFAM, etc., etc. Il ne faut pas s'étonner qu'à un moment, dans le reste du monde, on se dise la France ne parle pas pour elle-même, elle parle comme elle est un second couteau, etc. Est-ce qu'à un moment donné, quand même, on n'est pas utile à la paix dans ce cas-là? Est-ce qu'à un moment donné, on est dans un camp, ou est-ce que vous considérez qu'on est vraiment à équidistance du camp anglo-saxon? On n'est pas à équidistance, on doit être constant dans le camp du droit international. Et encore une fois, vous savez, si on veut pouvoir être crédible sur ce sujet-là, il ne faut pas qu'on ait nos bastards à nous, comme disaient les Américains. Parce qu'aujourd'hui, c'est notre salopard, c'est un salopard, mais c'est notre salopard. Aujourd'hui, on en a des gens comme ça. Nos relations avec M. Sisi en Égypte posent problème. Nos relations avec M. Ben Salman en Arabie Saoudite, qui a quand même fait massacrer des Yéménites dans le calme le plus absolu. Personne n'a réagi quasiment. Le fait et Khashoggi en morceaux, etc. Et voilà. Et le fait qu'on ait repris la coopération militaire en Guinée avec M. Doumbouya, qui est pourtant un putschiste comme les autres, si j'ai envie de dire. Aurélien Saint-Toul, un mot encore s'il vous plaît de l'actualité à Gaza, parce qu'on va le développer plus tard dans l'émission. Il nous reste peu de temps, mais j'aimerais bien votre avis là-dessus. La France a pris des positions beaucoup plus sévères au sujet de Gaza, qui se rapprochent, ce ne sont pas vos positions, mais qui se rapprochent, disons, dans cette direction-là. C'est ce que M. Séjourné dit, la crise humanitaire à Gaza est catastrophique depuis plusieurs semaines, voire plusieurs mois. Cela crée des situations indéfendables et injustifiables. Et c'est la petite phrase dont les Israéliens sont comptables. Il faut qu'Israël l'entende. Selon vous, que faut-il faire de plus pour convaincre Israël d'aller dans un sens qui vous convient? Alors, d'abord, il faut contraindre Israël d'une certaine façon. Comment, parce que selon vous? Nous avons des moyens relatifs, mais déjà, objectivement, il faut mettre en œuvre la décision de la Cour internationale de justice. Parce que je le rappelle et je le signale, nous avons, nous, une responsabilité en tant que signataires de la Convention sur la prévention du risque de génocide, du crime de génocide. Nous sommes tenus par cette décision. Par exemple, quand la Cour a rendu sa décision, nous aurions pu dire, pour qu'elle soit effective, nous voulons des observateurs internationaux. Pourquoi ne l'a-t-on pas fait? On aurait pu dire, nous décidons la fin officielle de toute livraison d'armement. Le ministre Lecornu m'a répondu en disant ce sont des roulements à billes, des vitrages, etc. Donc mais ça, exemple très concret, vous êtes pour cesser toute livraison, que ce soit... Toute livraison, parce que si vous livrez, je ne sais pas, du vitrage, monsieur Lecornu dit il y a des fenêtres. J'imagine que ce sont des fenêtres de cockpit ou de choses comme ça. Mais ouais, ça évidemment, on contribue à freiner la commission de ces crimes. Donc il faut être très clair aussi sur la scène internationale et former une coalition. Est-ce que c'est punir un pays qui a été victime du terrorisme? Parce que vous convenez aussi de ça, j'imagine. Évidemment qu'il y a eu un crime qui a été commis, un crime monstrueux qui a été commis le 7 octobre, mais ça n'a jamais donné l'autorisation de massacrer une population ou de commettre un génocide. C'est un génocide selon vous? Vous assumez le mot? Mais c'est la CIJ qui parle de génocide. Elle dit qu'il est très plausible qu'un génocide soit en cours en ce moment. Moi, si vous voulez, le droit international, rien que le droit international, la Cour internationale de justice, c'est l'instance la plus haute du droit international et elle a considéré que les faits étaient suffisamment établis. Elle juge comment? Juste pour vous dire, elle utilise des faisceaux d'indices, donc une série de crimes. Vous savez combien elle est contestée par une partie du monde? Mais je vous laisse finir. Par qui? Par qui? Non, sérieusement. Notamment par les États-Unis, c'est pas le moindre des pays. Mais enfin, même le juge israélien s'est prononcé en faveur de cette décision. La décision a été prise à l'unanimité, monsieur. Si vous ne reconnaissez plus la CIJ, alors c'est la loi du plus fort. Vraiment, c'est la jungle partout. Aurélien Saint-Toul, merci beaucoup d'avoir été notre invité. Merci. On va entendre diversité des avis. Général Yakovlev.